Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé 5. Aujourd'hui, on a présenté au Mémoire à contre-courant. Mémoire à contre-courant, c'est une quinzaine de mémoires qui a pour passer du 16 au 30 novembre, qui prend là pour permettre de nous comprendre et analyser faits historiques et politiques du pays d'Haïti. Pendant la quinzaine, on a des intervenants, des journalistes, des écrivains, des historiens qui pourraient permettre nous, ensemble, ouais, qui s'est passé dans le pays d'Haïti. C'est peut-être ça, nous invitons à suivre nous avec attention. Merci, Naptouné. Comme on le dit souvent, ce sont des actions posées et des décisions prises par un pays qui définissent le présent et le futur de ce pays. Jeudi, en mémoire à contre-courant, nous avons le privilège et chance de recevoir le professeur Camille Chalmers. Camille Chalmers, c'est un économiste qui, jeudi, là, parle ensemble avec nous, permet de nous comprendre et analyser les faits historiques et politiques qui marquent l'histoire du pays. Professeur Camille Chalmers, qui j'en ai. Bonsoir. Bonsoir, Noula Mkembe. C'est un plaisir pour nous saluer tous les téléspectateurs Télé 5. Monsieur Chalmers, première question. Aussi, un économiste et un écrivain, qui compréhension, qui analyse au fait de situation politique pays d'Haïti pendant 20 dernières années? Bon, pour nous comprendre 20 dernières années, il faut nous remonter un peu plus loin. Nous ne sommes pas capables de comprendre ce qui a passé aujourd'hui en Haïti si nous ne pas comprendre le début du XXe siècle, et en particulier l'occupation militaire américaine de 1915-1934, qui a bouleversé la société. Michel Wolff-Tourio compare évidemment ça à un véritable tremblement de terre. Ça veut dire qu'il y a des pans entiers de la société qui tombent, il y a des pans entiers de la société qui fracturés, qui fissurés, mais en même temps, par exemple, une construction positive qui est faite. Mais à partir de 1915, ils ont installé un ensemble de mécanismes de domination qui, en pile dans le mécanisme de domination, ça, au présent, jusqu'à présent, et a conditionné devenir pays. Ouais? Donc, il est très important pour nous capables de faire petit bac ça, pour nous capables de comprendre ce qui a passé aujourd'hui. Il y a un élément très important, c'est qu'à partir de 1915, pays vient un pays côté que acteurs politiques ne sont pas capables de prendre des décisions pour côté. Depuis l'occupation américaine, on a parlé d'un pays qui n'est pas grand monde tête li. Il y a un pays qui n'est pas autonome. Il y a un pays côté c'est blanc, c'est l'étranger qui prend décision. Qui ça fait aujourd'hui dans la situation actuelle pays, acteurs politiques sont toujours sous emprise ça. Côté eux même, ils ne peuvent pas prendre des décisions pour l'avenir pays. À partir de 1915, donc ils ont forcé aussi une convention haïtiano-américaine de septembre 1915 et qui dans la convention ça par exemple, ils ont précisé qu'il y a 3 personnages centraux dans le pays. Une, c'est le commandant des Marines, l'autre, c'est le receveur des douanes, et le troisième, c'est le conseiller financier. 3 Américains. Et ce sont ces 3 Américains qui définissent tout ce qui se fait en Haïti. C'est eux-mêmes qui définissent le budget, c'est eux-mêmes qui définissent dans qui ça paye à mettre coblé. C'est eux-mêmes qui définissent. Non, c'est différent aujourd'hui, mais mécanisme ça, du fait qu'il y a une expropriation, pas de la capacité à décider, de la capacité à définir les orientations stratégiques. Et malheureusement, nous avons une classe politique qui coulait à l'intérieur de Moulsa et qui acceptait le fait que finalement, c'est une classe politique qui a fonctionné essentiellement sous les ordres de Washington. Ouais. Et ça, il est très clair que les 3 personnages centraux, le receveur des douanes, le conseiller financier et le commandant des Marines, c'est eux-mêmes qui définissent toute bagaille qu'on fait dans le pays, y compris qui est président de la République. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'à partir de 1915, c'est les Américains qui décident qui est président d'Haïti. Et ça, nous voyons ça qui est passé en 2010-2011, quand ils ont tergiversé les résultats pour capable un résultat qui ne correspond pas à vote là. Et c'est exactement ce qui a passé aujourd'hui. Ouais, côté que vous gagnez une décision, un ensemble de mécanismes qui fait que le président d'Haïti est d'abord décidé par Washington. C'est le premier
le premier électeur, c'est Washington, c'est le département d'État qui décide qui est-ce qui va diriger ce pays. Et il faut toujours assurer que le monde qui va diriger le pays, c'est le monde qui va couler à l'intérieur des intérêts stratégiques des États-Unis et qui ne peut pas du tout coûter peuple haïtien, qui n'est pas du tout en articulation avec les revendications du pays. Donc ça, c'est un mécanisme. Et pour être capable d'imposer ce mécanisme, il est fait à travers des conventions. Il est fait à travers, par exemple, la convention de septembre 1915. Il est fait à travers un changement de constitution. On a changé la constitution en 1918 et le président Roosevelt, dans la campagne électorale que l'a fait, il dit c'est moi-même avec même qui rédige la constitution du pays d'Haïti. Monsieur, dans la campagne électorale aux États-Unis, monsieur dit que c'est lui-même qui rédigeait la constitution d'Haïti. Il a fait à travers l'élimination des institutions haïtiennes. On a un exemple qui est très clair. La Chambre des comptes, qui était une institution créée depuis la fin du XIXe siècle, qui était un rôle pour contrôler les dépenses de l'État. Les Américains venus, ils ont fait sous prétexte que pour moderniser le système de comptabilité. Et on est resté 13 ans sans Chambre des comptes, donc sans mécanisme qui pouvait permettre de contrôler quelles sont les dépenses qui se font et qui côté dépenses à aller. Donc imaginez, l'autre bail va le faire tout, il va le craser le Parlement. C'est pas là que les militaires américains au sein du Parlement et puis ils disent tout le monde vider les lieux, députés, sénateurs, vider les lieux parce que même si nous avons un Parlement qui était relativement soumis, parce que c'est le Parlement qui a voté la Convention de 1915, le Parlement a accepté pratiquement jouer à l'intérieur des dictats américains, mais malgré tout, ils n'ont pas voulu tolérer, n'est-ce pas, un espace qui n'est pas totalement à 100% sous contrôle. Ils ont créé un Conseil d'État qui est nommé par le président de la République, donc qui est choisi en concertation avec les Américains. Donc, je pense que une chose extrêmement important à comprendre, c'est que 1915-2015, nous sommes à l'intérieur d'une dynamique d'occupation. 1915-2015, nous beaucoup sortis en bas occupation, qui manifestait sous plusieurs formes, sous plusieurs modalités. Aujourd'hui, ce n'est pas le receveur des douanes, ce n'est pas le conseiller financier, mais c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est les fonctionnaires du département d'État qui définissent la politique économique de ce pays. Par exemple, la fameuse lettre d'intention que l'Haïti remet au Fonds monétaire international, nous savons que c'est une lettre qui est rédigée par le Fonds monétaire international et qui est imposée au gouvernement haïtien. Donc, les choix fondamentaux, n'est-ce pas, sont faits à l'extérieur du pays et les choix fondamentaux sont faits en fonction d'intérêts qui sont étrangers, n'est-ce pas, à l'intérêt national, qui sont étrangers à l'intérêt fondamental du pays. C'est ce qui explique, par exemple, que l'on peut choisir de mettre une zone franche industrielle, donc de mettre du béton sur une plaine fertile, comme Maribaou, de mettre du béton sur une plaine fertile comme Caracol, n'est-ce pas, sous prétexte de créer des emplois, alors qu'en fait, nous sommes dans un pays où nous avons un déficit alimentaire important. On parle de 3,8 millions d'Haïtiens qui ne mangent pas à leur faim. Un pays qui a un problème d'érosion et de lessivage de la terre arable. Et là, on a deux plaines qui produisent, qui en pile manger, ou décidé de mettre béton sous eux pour satisfaire les appétits des investisseurs dominicains et américains. Donc, c'est ce type de décision, ça, et qui n'est pas nouveau. Bon, ça a été pris en 2002, mais il est en continuité avec ce qui se faisait depuis 1915. Côté que, par exemple, ils ont ravagé l'environnement de ce pays. Côté que les réserves forestières paysannes diminuent de près de 30% pendant l'occupation américaine, sous prétexte d'installer des industries agro-exportatrices, comme pour le sisal, pour EVA brasilensis, caoutchouc, etc. Tout un ensemble de promesses qui ne peuvent jamais matérialiser vraiment. Donc, ils ont ravagé l'environnement paysan, sous prétexte de créer des industries agro-exportatrices, un peu sur le modèle de ce qui se fait en Amérique centrale. Donc, premier balance, c'est qu'il faut comprendre que l'occupation américaine a changé complètement la nature de la forme sociale haïtienne, a changé le mécanisme de fonctionnement du système politique et imposé un système de dépendance extrême, de dépendance politique, côté que pratiquement les décisions ne sont pas prises en fonction des intérêts du peuple haïtien. Dans la situation aujourd'hui, dans la conjoncture aujourd'hui, il y a un candidat, il y a un président qui voulait un changement réel. Qui ça doit faire? Qui action il doit poser? Qui décision qu'il doit prendre pour avenir pays ça, pour un changement réel? Nous avons besoin de 4 bagages. Et 4 bagages, nous devons gagner simultanément. C'est un défi, même parce que le peuple haïtien est habitué à relever des défis plus gros que ça. Et premier bagage, nous avons besoin d'un mouvement social articulé. Okay? Un mouvement social avec des organisations réelles, pas des organisations qui sont vraiment prêtes à se battre pour leurs différents secteurs, mais qui non seulement, par exemple, secteur femmes, secteur paysan, etc., mais qui en plus disposées à articuler tête ensemble pour un véritable projet national.
OK? Ça, c'est mon premier bagage. Et c'est ça qu'on a commencé à créer en 86 que vient de bloquer. Deuxième bagage qu'on a besoin des partis politiques ou des instruments sociopolitiques qui effectivement autonomes, qui pas imbattable en aucun impérialisme, en aucune force spécifique, en aucune force anti-changement, bien sûr, et qui paraît pour non seulement développer un projet politique de souveraineté, mais qui paraît tout pour défendre le projet. Ça veut dire qu'il faut avoir des gens de courage, des gens qui vraiment pas accepter que acheter, pas accepter que intimider, n'est-ce pas? Et qui paraît pour mener le combat ça jusqu'à ces dernières limites. Et évidemment, il faut avoir une articulation entre ce mouvement social et ces partis politiques. D'accord? Et au troisième bail qu'on a besoin de projet national. On a besoin de vision d'ensemble qui dit Haïti, mais ça lié jeudi, voici les contraintes. Nous vivons une crise terrible, nous vivons une crise écologique extrêmement grave, nous avons un problème extrêmement grave de désarticulation territoriale, etc. Face à ça, mais ça n'a fait pour que dans 20 ans, 25 ans, nous disons mais Haïti nous voulons. Et il faut que le projet national Sahara soit un projet que nous construisons dans une vaste concertation avec toute la population. Si on que nous étions en chambre, nous avons une belle formule, bel schéma, c'est un bail qui pour concerter dans des discussions, dans des débats, pas, avec tous les secteurs de la population, surtout ceux qui sont intéressés au développement national. Et troisième bail, c'est la capacité scientifique. Parce que pour avoir un projet national qui réussit, il faut qu'il articule avec des capacités scientifiques réelles. Ça veut dire qu'il faut gagner un secteur de monde qui a un niveau scientifique élevé, qui a réfléchi sur le pays, qui a fait que le monde connaisse quelles sont les potentialités réelles de ce pays et qui a offert des solutions concrètes à différents problèmes. Okay? L'exemple que nous apprenons, c'est que quand tu as les entreprises minières canadiennes ou américaines qui disent qu'il y a 20 milliards de dollars dans le gisement tel côté, l'État ici n'a même pas la capacité de vérifier. Est-ce que ça veut dire c'est vrai? Est-ce que son coup de pub est fait pour le marché international ou est-ce que son bail est réel? Donc il faut que tu aies des capacités scientifiques réelles qui pour dire que mes contraintes, voici les potentialités et voilà ce qu'on peut faire concrètement qui peut marcher. Donc ce sont ces quatre éléments. Un mouvement social dynamique, combatif, autonome, qui ne arrêter à personne. Des partis politiques qui vraiment articulent avec l'intérêt de la population et qui disposent d'écouter le mouvement social ça et qui gagnent des ponts d'échange permanents avec le mouvement social ça. Un projet national construit dans une large concertation et qui nous donne une vision et des voies très claires pour les 25-30 prochaines années. Et puis, on gagne des capacités scientifiques pour installer qui en articulation avec le projet national. Ça, c'est quatre choses que nous devons réaliser ensemble. Et nous pensons que le peuple haïtien est habitué à lever des grands défis historiques, n'est-ce pas? Et nous pensons que le cas fait. Mais aujourd'hui, il faut que nous ayons conscience que nous avons besoin de tous les quatre bases. Il faut nous mettre suffisamment d'énergie pour construire quatre bases ensemble. 1986, il marque l'histoire d'une dictature. Fin dictature des Duvalier. Je dis, qui est-ce qui est passé après 86? Qu'est-ce qui s'est passé exactement après 86? Nous sommes à l'intérieur d'une dynamique où nous avons 100 ans d'occupation militaire, avec ou sans bottes, mais c'est toujours cette même occupation. Nous avons eu à peu près 29 à 30 ans de dictature des Duvalier qui ont détruit les institutions de ce pays et qui ont une grande responsabilité de cette situation là. Nous gagnons depuis les années 84-85 avec la signature du premier accord stand-by avec le Fonds monétaire international. Nous gagnons plus de 30 ans d'application d'ajustement structurel. C'est ça que le peuple haïtien les plans la mort, c'est pas? Plan d'ajustement structurel, c'est pas? Et on gagne une période de transition, mais qui n'est pas une période de transition véritablement, qui est une période qui s'est manifestation de crise très profonde de la société haïtienne. Là, et côté que force dominante, impérialiste, oligarchie, ils ont décidé pour bloquer le mouvement démocratique. Dans les années 80, il y a une émergence d'un puissant mouvement démocratique qui gagne dans tout le pays, qui réunit pratiquement tous les secteurs du pays. Et le secteur Sahara a dit non seulement nous voulons renverser l'autocratisme du valériste, mais nous voulons construire notre pays. Et construire notre pays, ça veut dire changer l'État notamment. Donc c'était ça le mandat très simple, n'est-ce pas, du mouvement démocratique de 86, c'est changer l'État. Et en face à ça, on gagne depuis 1986, on gagne un ensemble de forces, que le peuple a des forces fénois, mais des forces anti-changement, qui décident de bloquer le processus ça et qui pourraient mettre en œuvre tout moyen pour bloquer le processus. Qui ça va le faire? Premièrement, ils pourraient mettre des escadrons de la mort. Peut-être les aigles d'eau, peut-être l'attacher,
différentes versions, différentes périodes historiques, mais c'est exactement créer un climat de peur, un climat de terreur qui empêche à la population de continuer à s'organiser. Okay? C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est les coups d'État. On a eu plusieurs coups d'État pendant cette période. Et on a un troisième élément, c'est les occupations militaires, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs occupations militaires qui font ça dans la période ça. Et nous avons tout un processus d'instrumentalisation de la dite société civile, des organisations qui sont corrompues par toutes sortes de projets, toutes sortes de corruption financière, de façon à ce que véritablement, ils ont réussi à neutraliser un élément fondamental que le pays a gagné, qui c'est la construction d'organisations, n'est-ce pas? Et il y a un réseau très puissant d'organisations qui était effectivement à pousser à des changements, même genre par exemple dans la période 86-87 jusqu'à 91, côté qu'on bien sans pays, côté que l'organisation haïtienne a poussé le mécanisme de changement, a poussé vers le changement de l'État, n'est-ce pas? Et jusqu'à présent, nous voyons que le changement de l'État, ça n'a pas fait. Ça veut dire que l'État, qui a un paradoxe, c'est que le habillage de discours démocratique, il prend position faire élection, par exemple, chaque 5 ans, mais au fond, ce n'est pas ça. Au fond, c'est exactement le même État oligarchique, violent, antinational, antipopulaire, qui continue à sévir et qui prend prétexte que l'a fonctionné d'après un habillage démocratique. Donc, c'est malentendu ça et paradoxal que nous la donne, côté que, il y a dit élection, mais en fait, il n'y a pas voulu que le peuple participe à l'élection. Il y a dit élection, mais il n'y a pas voulu que respecter le choix que la population fait. Ouais? Donc, il y a toute une dynamique, côté que, il y a une véritable, disons, expropriation des acteurs haïtiens, et ça s'est vu très clairement après le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, tout ce qui s'est fait en Haïti en termes d'aide, par exemple, ils avaient promis 12 milliards, bon, à peu près 6,5 milliards ont été décaissés en 5 ans, et ces 6,5 milliards ont été dépensés dans une dynamique de marginalisation totale de l'État haïtien, des entreprises haïtiennes et des organisations haïtiennes. Okay? Les chiffres sont là, aujourd'hui le bilan est très clair, tout ceci a été dépensé dans le cadre du renforcement de la présence des capitaux externes, du renforcement de la présence des entreprises dominicaines, canadiennes et américaines, et les entreprises haïtiennes ont été totalement marginalisées de ce mécanisme. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on a parlé de changement en Haïti, c'est un changement qui doit entrer dans une rupture par rapport au mode de l'État ça, rupture par rapport au mode de direction politique ça, rupture par rapport à type de rapport que la population gagne avec la chose politique. Si nous regardons par exemple le terrain électoral, et pendant l'occupation américaine, ils ont proposé un référendum sur la Constitution de 1918, et c'est un référendum tellement caricatural que même la presse américaine a dénoncé le fait que ça n'a pas de démocratie parce que finalement, ils ont pensé le camion, beauté, moun, vient faire vote, etc. Donc, depuis lors, il y a une tradition de manipulation des élections. Il y a une tradition côté que l'élection est faite aux gens dans une dynamique d'exclusion, parce que l'État s'est construit depuis la contre-révolution de 1825-1826. L'État s'est construit dans deux nations. Ça veut dire l'État qui est opposé à la nation, ou l'État anti-nation, ou l'État qui divorce avec la nation, et qui a fait toute bagaille pour empêcher que la nation grandisse, constitue tête. Tu vois? Donc, c'est sous le même bagaille ça que, effectivement, les élections vont se définir comme un espace d'exclusion, un espace côté que le peuple n'a pas de possibilité véritablement pour les choisir, côté que le peuple n'a pas de possibilité pour les faire passer des décisions par lui. Donc, c'est un peu cette lutte que nous avons depuis 84-85 entre un mouvement démocratique puissant qui vise à une transformation réelle du pays, qui vise à une transformation structurelle du pays, qui a besoin que, par exemple, nous avons l'État qui est capable de prendre des décisions effectivement de façon autonome, donc l'État souverain, n'est-ce pas? Et qui t'a remis que l'État n'a pas fonctionné seulement pour 600 personnes, mais qu'il fonctionnait pour 10 millions d'habitants. Je veux dire, on a l'État qui a fonctionné pour 600 personnes dans le pays. Peut-être quelques familles, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est tout des, disons, défis ça que nous avons dire pour nous relever. Et si je pour nous relever, c'est qu'il faut être capable de construire des forces sociales et politiques qui vraiment paraissent pour porter un projet de nation en rupture avec la dynamique ça. Il faut avoir des mouvements sociaux dynamiques. Ça veut dire des organisations de femmes, des organisations ouvrières, des organisations syndicales, des organisations de coopératives, des organisations paysannes, des organisations de marchands, etc., des organisations d'étudiants, de jeunes, qui vraiment paraissent pour rentrer dans une concertation, pour définir les grandes priorités nationales, et qui paraissent pour défendre le pays et défendre le projet national. Je veux dire, nous avons un peuple qui souffre, un peuple qui est victime de dirigeants, de frères, de petites. Et ça fait, je veux dire, il arrive à bout.
Dans une situation pareille, qui c'est qui explique aujourd'hui passivité population par rapport avec ça la vive de dirigeants liés de situation même politique pays? Nous pas dire population passive. Population pas passive et population li yo démobilisé parce qu'il fait des expériences négatives pendant toute période ça et yo trompé, yo passé dans bêtise, yo humilié et je dis l'espace électoral est un espace qui est créé de façon à ce que justement l'espace électoral est construit dans la même logique de destruction des institutions haïtiennes. Ça veut dire que l'espace électoral est construit de façon qu'il n'ait pas de crédibilité. Que personne ne peut quoi la donne. OK? Ou un espace colonisé, c'est très clair. Je dis que ce n'est pas le CEP qui prend par exemple la décision d'imprimer des bulletins à Doha. Bah, quoi quelqu'un ici qui va prendre la décision d'imprimer des bulletins à Doha, ça n'a aucun sens. OK? C'est pas le CEP qui décide d'acheter du matériel électoral en Afrique du Sud. Donc il est clair qu'on a une présence très lourde, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'international, mais qui est l'impérialisme, et qui oriente les décisions. Donc, mais de la même façon qu'en 2010-2011, nous avons un espace, côté que vous mettez votre à côté, et puis vous avez l'OEA comme arbitre, et puis l'OEA va choisir qui est le président de la République. D'accord? Donc, il est clair que nous avons un espace qui est colonisé, nous avons un espace qui est marchandisé. Et aujourd'hui, nous arrivons peut-être dans la limite de caricature ça, où on a vu des élections du 9 août et du 25 octobre, ou des élections que dans l'espace ça, c'est des élections côté toute bagaille en vente. Ils vendent vote, ils vendent maillot observateur, ils vendent mandat, mandataire, tout était en vente. Et c'est un espace qui est essentiellement défini comme un espace côté mon a fait cob. Donc c'est pas un espace civique, c'est pas un espace où on fait des choix pour l'avenir du pays, c'est un espace totalement marchandisé, commercialisé. Donc qui perd du prestige et qui perd du finalité. Donc, on ne pas quoi dans ça. Et tout le monde, la population globalement, croit que là, c'est 2-3 vagabonds qui ont fait comme. Et troisièmement, qui collait avec la question de marchandisation, c'est la gangstérisation. Côté que non seulement on a un espace marchandisé, mais on a un espace tout criminalisé dans la mesure où l'économie criminelle, c'est pas les dealers de drogue, ceux qui sont dans les trafics de stupéfiants, ils viennent très puissants dans l'espace et ils ont investi dans l'espace. Tu vois? Et ben, ça vient faire qu'on a une distance croissante énorme entre cette dynamique politique et le jeu politique et ce que vit la population. On l'a vu en 2010, quand on a 1,5 million de gens dans la rue, et puis il y a qui a dépensé 60 millions de dollars dans la publicité électorale. Quand on a collé des belles affiches en couleur, sous dos des tentes, quand on a vivre en bête. Donc, on a un divorce total et la population, par quoi véritablement, dans le jouet électoral. On a vu par exemple en 9 août et 25 octobre un taux de participation tout à fait ridicule. Qui n'a rien à voir avec le taux de participation qu'on a eu, par exemple, dans les années 2006. Vous avez à peu près de 60% de participation. Donc, vous gagnez effectivement un espace électoral qui est un espace répulsif, un espace côté que y a dit moun yo pas quoi la donne, un espace côté y a dit bah ça pas sérieux, c'est pas. Et aujourd'hui, nous-mêmes nous avons responsabilité pour nous reprendre l'espace électoral et changer, décoloniser, démarchandiser, dégangsteriser et faire moun comprendre que son espace citoyen, son espace civique, son espace côté moun al exprimer qui ça a pour pays, n'est-ce pas? Et c'est pas un espace de vagabondage côté que moun al fait quoi. Donc dans ce sens ça, yo créé un espace et gens que l'élection a déroulé le 9 août là et gens que déroulé le 25 octobre là, il est entré exactement dans ce projet de destruction des institutions nationales et de justification de l'occupation. Vous avez dit ouais, mais c'est ça pas qu'à faire élection. Ouais? Donc plus il passe mal, plus il est bon. Et ce n'est pas par hasard que malgré que le 9 août, là, tout le monde reconnaît qu'il passe mal, et puis la communauté internationale bat bravo, c'était très très bien. Il y a eu quelques petits problèmes, mais au fond, ce sont des élections acceptables, parce que ça rentre dans ce projet de destruction institutionnelle qui est en cours depuis 1915. La jeunesse, c'est 62% de la population. C'est force, c'est avenir, c'est l'espoir. Médias, c'est information, c'est formation, qui veut dire d'où société reposée sur deux. Dirigeants, acteurs politiques, c'est eux qui prennent des décisions, c'est eux qui mènent le pays. Qui veut dire, trois couches de sont importantes pour le pays. Je dis là, mot, message là, pour eux, c'est qui ça lié, qui ça nous a dit, qui message nous voulons voir pour eux, pour entendre nous, pour comprendre nous. Bon, et pour les acteurs politiques, je crois qu'il faut sortir du piège de l'impérialisme.
Il faut sortir des faux semblants. Il faut sortir du scandale que nous avons dépensé 60 millions de dollars américains pour des élections dans un pays qui est extrêmement pauvre. Il faut sortir des dépenses extraordinaires qui se font pour la publicité électorale. Côté qu'on a besoin de jouette, qui fondamentalement c'est projeter une image vers l'extérieur, mais qui ne correspond pas vraiment à besoin pays. Okay? Donc il faut sortir de ce jeu. Il faut que nous définissions un espace politique qui vraiment correspond à besoins paysan, à priorité paysan, à problème paysan. Donc, et pour nous faire ça, il faut nous construire des appareils politiques. Et construire des appareils politiques, il demande des temps, il demande des énergies, il demande des visions, il demande des lucidités, il demande des courage, et il demande tout que nous suspendions à peut-être nous mentir. Parce que très souvent, il y a des partis politiques qui te disent, bon, nous gagnons dans tout le pays, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas vraiment des structures dans tout le pays. Il y a 2-3 personnes qui connaissent dans le pays. Il y a les non-zones, il y a des gens qui sont populaires, puis ils disent, attends, pour venir député pour moi. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Il faut construire des appareils qui vraiment ont une cohérence idéologique, qui ont des choix vraiment clairs en termes de qui pays nous voulons construire. Et là, ça n'a pas avancé véritablement vers une structuration de l'espace politique et une structuration qui doit être dominée par les acteurs politiques haïtiens. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire alliance, on ne peut pas faire des échanges avec d'autres acteurs étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire sur nous-mêmes. Mais il faut que la dynamique qui motorise le processus de formation politique, c'est une dynamique interne, une dynamique déterminée par les besoins du pays et évidemment les besoins des couches majoritaires de ce pays. Comment on peut accepter par exemple l'élection que j'ai faite là aujourd'hui? Comment on peut accepter tout errement ça? Comment on peut accepter que la décision qu'on prend, c'est PNUD qui prend, même l'argent qui est décaissé par le Trésor public passe par le PNUD? Comment on peut accepter des bails comme ça? Hein? Comment on peut accepter que toute décision qu'on prend au niveau financier, par exemple, ce n'est pas nous qui contrôlons? Comment on peut accepter que l'inflation, les élections de 1995 ont coûté 15 millions de dollars, aujourd'hui on parle de 60 millions de dollars américains? Pour qui ça? Pour que ça puisse passer de 15 millions à 60 millions, alors qu'il y a des solutions technologiques connues, expérimentées par plusieurs pays de l'Amérique latine, qui permettraient de faire une élection avec au moins 30% des dépenses qui sont faites actuellement. Donc il faut que nous, parce que justement, gonfler le budget d'élection, il fait justement pour qu'on contrôle de l'extérieur. D'accord? Donc il faut que l'acteur politique, premièrement, il vienne recentrer sur nous-mêmes, il vienne recentrer sur le pays, il vienne recentrer sur la culture pays, il vienne recentrer sur qui ça qui force pays ça, et au suspend entrer dans le jouet de destruction des institutions du pays et des forces de ce pays. Parce que l'occupation américaine, la première chose qu'elle fait, c'est craser les paysanneries, parce qu'elle identifie les paysanneries comme la force de résistance la plus importante. Et vous faites toute baille pour craser les paysanneries, notamment la répression militaire, la migration. Parce qu'on a organisé la migration. Je dis tout Haïtien qui a essayé de sauver pour échapper à la misère. Mais je dis, en 1915, c'était une migration organisée par les États-Unis pour envoyer les travailleurs ruraux à Cuba et en République dominicaine pour enrichir les entreprises américaines. Okay, ceci a été organisé et depuis lors, une caractéristique fondamentale de la société haïtienne, c'est fournir de la main-d'œuvre à bon marché pour enrichir les industries capitalistes de la région. Tu vois? Donc, il faut qu'une sortie de ça. C'est des chiffres considérables. Hein? On parle de 400 000 travailleurs haïtiens qui ont immigré entre 1915 et 1931 vers Cuba. 400 000. Dans une population qui était 2,6 millions d'habitants. Donc là, on prend 400 000 travailleurs sous population de 2,6 millions d'habitants. Ouais, qui ponction qu'on fait sous population économique active là, n'est-ce pas? Ce qui vraiment permet que depuis lors, on est rentré dans la grande crise agricole, côté que toute denrée fondamentale que nous produisons commençait à baisser. Ouais? Sauf ça qui n'a pas augmenté, c'était le CISAL qui correspondait justement aux besoins du marché américain. D'accord? Donc il faut sortir de cette dynamique, commencer à penser le pays pour lui-même, commencer à penser le pays par rapport à rêve héroïque 1804 là, comme porteur de liberté, commencer à penser pays comme pays qui a pile pour porter dans le cadre de mondialisation des luttes qu'a fait aujourd'hui pour libérer nous du capitalisme et de toute forme de domination. Donc ça veut dire qu'il faut que le caractère politique là, il branche sur qui ça paye y comme nature, qui ça paye comme histoire, qui ça paye comme culture et qui ça que pays a joué, qui a joué dans l'environnement international aujourd'hui. Et pour les jeunes, il y a un fondamental tout, c'est que dynamique politique paysan est toujours exclu force que paysan rien. Ou exemple simple que nous avons pour les téléspectateurs comprendre, c'est les artistes. Tout le monde reconnaît que les paysans ont une capacité extraordinaire de créativité artistique. Okay? Dans presque en pile domaine, dans la peinture, dans la sculpture, dans la musique, dans une bonne balle. Okay? Pourtant,
est-ce qu'on a un gouvernement qui effectivement prend au sérieux la culture paysanne? Est-ce qu'on a un gouvernement qui regarde le budget du ministère de la Culture pour eux? Est-ce qu'on a un gouvernement qui prend au sérieux, par exemple, pour valoriser l'extraordinaire créativité picturale qu'on a en Haïti? Combien de routes dans le pays qui gagnent le nom des peintres comme Philomé Aubin? Ça veut dire qu'ils ont invisibilisé complètement une force fondamentale paysan qui c'est les artistes. Les jeunes également. Les jeunes, c'est une force fondamentale que le pays a gagné. Une population extrêmement jeune. Et on gagne un drame, côté que chaque année, on gagne autour de 60-70 000 bacheliers, pas? Qui arrivent bacheliers souvent au prix de sacrifices énormes de maman. Qui ont fait des sacrifices énormes, pas manger, à faire que vous mettez au dehors dans le cas pour capable payer la scolarité qui de plus en plus plus cher. Parce que c'est 60% des dépenses d'éducation qui sont assumées par les familles. Donc, il y a des sacrifices énormes qui fait pour mettre un dans l'école pendant 12 ans, 13 ans, et puis là, il arrive avec un baccalauréat, il réussit, il va à quel côté le prend la veille. Parce que 70 000 personnes ont frappé porte l'université publique là, qui est capable de recevoir 1500 personnes chaque année. D'accord? Et ça, c'est la meilleure recette pour détruire un pays. Parce que là, ça, on a dit jeune, pays a dit jeune, il n'a pas besoin. Ok, et le jeune, ça, il n'a pas l'émigré, il a cherché toutes les solutions, et très souvent, il oubliait tout ça, il apprend pendant 12 ans. Ça. Donc, ce qui est fondamental, c'est que les jeunes commencent à penser leur avenir à l'intérieur d'une dynamique nationale. Que les jeunes commencent à connaître un pays extraordinaire, qui ont un héritage extrêmement important, et comment ils sont capables d'approprier l'héritage ça pour définir l'avenir tête et définir l'avenir pays en même temps. Donc, dans ce sens-là, l'effort fondamental à faire aujourd'hui, c'est un effort de nouvelles rencontres, de réancrage. Comment se réinsérer dans cette dynamique culturelle nationale, n'est-ce pas? Parce que je dis, 95% de jeunes ont posé la question, ils vont venir à Miami, ils vont venir au Canada, ils vont venir en s'expatriant, parce qu'ils n'ont pas aucun horizon, tout est bouché, tout est fermé. Donc aujourd'hui, il est très important que nous soyons capables de mobiliser ces 70 000 jeunes chaque année. Parce que très souvent, il y a parlé de, par exemple, le projet de reboisement, et puis il y a défini un petit projet de reboisement, et puis on met un petit corps, 50 000 $, 100 000 $ américains, on dit faire reboiser. C'est pas une bêtise. Je dis, nous, en processus de désertification dans le côté de notre pays. Pour qu'à camper face à ça, il faut une mobilisation nationale. Et meilleure force que nous gagnons pour nous camper face à ça, c'est les jeunes. Okay? Donc, il faut trouver des moyens, des mécanismes qui permettent que nous reconnecter jeunes dans le pays. Nous reconnecter jeunes à territoire, nous reconnecter jeunes à culture. Et là, à partir de que nous avons une force disponible qui remobilise autour de ça, mon cher, c'est sûr que son pays va avancer très rapidement et il va jouer une pile de solutions à des problèmes structurels qui ont nous depuis longtemps. Les médias ont une grosse responsabilité. Nous connaissons que les médias ont joué un rôle très important dans la période des années 85-86. Mais aujourd'hui, gagnons en pile dérive au niveau des médias. Nous gagnons des médias qui sont contrôlés par des forces d'argent. Nous gagnons des médias qui, de plus en plus, par exemple, moi, je suis toujours très scandalisé de ce que des bulletins de nouvelles, et 50% de temps dans les bulletins de nouvelles, c'est des publicités, parfois même 67%. Ça veut dire ou brancher pour écouter nouvelles, et puis publicité, l'une derrière l'autre. Donc, une véritable commercialisation, marchandisation. Et où gagnent des médias qui offrent payants, offrent public là, une information au rabais, une information très facile, côté que vous gagnez une succession d'informations, il y a très peu d'analyse. Vous pouvez compter sur le droit de qui radio, par exemple, qui gagne éditorial, qui essaie de faire une analyse de temps en temps. Vous pouvez compter sur le droit de qui média, journal ou bien radio qui gagne des équipes d'investigation, qui fait des recherches vraiment. Quand vous connaissez, vous fouillez dans le calalou et c'est mettre des dossiers dehors. Par exemple, dossier mine, qui je veux dire, sont des dossiers extrêmement importants, qui médias font effort sur ça. Okay? Donc, vous gagnez un discours très superficiel, et un discours qui ne peut pas permettre que nous poser les véritables problèmes, hein, et qui fait que nous fait de zapping permanent, qu'on passe d'un problème à l'autre, un problème à l'autre, un problème à l'autre, sans qu'on pas vraiment approfondir le problème et chercher des voies de solution. Donc, pour que je pense que je veux dire, les médias ont un gros rôle en termes de contribuer à la formation d'une conscience citoyenne. Et pour être capable de contribuer à la formation d'une conscience citoyenne, il faut que nous ayons l'autre discours, il faut qu'on ait l'autre agencement au niveau des informations, il faut qu'on ait l'autre rapport à la population, il faut être capable de bailler espace de parole à une série de monde qui n'ont généralement pas accès à médias, ou bien qui ont accès extrêmement frelaté avec les fameuses émissions de ligne ouverte, côté tout est possible, tout est passé, tout est dit, etc. Et finalement,
rien ne reste, n'est-ce pas? Donc, il faut gagner une structuration du discours médiatique qui est différente et que nous sommes capables de construire dans le cadre de nouvelles relations avec les forces sociales. Il y a 2-3 médias qui font des efforts, mais pas que l'insuffisant, il faudrait aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Pour être capable de gagner, premièrement, par exemple, toute la question du rapport au pays. Par exemple, je dis, nous en 2015, à part une ou deux médias qui fait 2-3 émissions sur la question des centres d'occupation, ce n'est pas une question qui vraiment préoccupe les médias. Alors qu'après 100 ans, nous avons chita pour nous ça passé pendant 100 ans. C'est pas? C'est fondamental. On a regardé par exemple en 1989 en France, ils ont fait des années à travailler sur 1789 pour réfléchir sur un bilan. N'est-ce pas? Donc je dis qu'il est extrêmement important que nous regardions 1915-2015 et puis nous essayer de poser les vrais problèmes de ce pays. Donc je dis qu'il faut que tu sois capable de gagner des émissions qui orientées vers une réflexion sur les problèmes structurels de ce pays, problèmes d'alphabétisation, problèmes de reforestation, problèmes de création de système d'éducation nationale, problèmes de santé publique, problèmes de relations avec les autres pays de la Caraïbe qui forment des sertions que Haïti a gagné pour rompre avec l'insertion structurée par les Américains avec la fourniture de main-d'œuvre à bon marché, qu'on paquet de bagages que nous avons offert dans la région, de façon que nous respectons nous et que vraiment nous entrons dans une synergie différente. Donc, médias, par exemple, il y a une chose que nous avons réfléchi l'autre jour, nous gagnons des millions de concitoyens qui vivent à l'extérieur, combien de radio, télévision qui gagnent des émissions sur la diaspora? Combien d'émissions on connaît qui expliquent nous comment Haïtiens vivent New York, par exemple? Il n'y en a pas. Donc vraiment, il y a des grands vides à remplir en termes de poser les questions fondamentales qui conditionnent l'avenir et qui permettent justement aux jeunes en particulier, on t'a parlé de jeunes tout à l'heure, qu'ils redéfinissent tête par rapport à un projet national, par rapport à l'avenir paysan et par rapport à devoir que ont comme citoyen pour contribuer à la construction nationale. Merci, M. Chalmers. Ensemble, nous suivons Camille Chalmers dans Mémoire à contre-courant. Camille prend le soin pour lui expliquer nous, pour lui raconter nous, pour lui faire nous comprendre, pour lui apprendre nous ce qui est passé dans l'histoire du pays d'Haïti. Fait, action, décision qui prend et qui percussion et qui retombe aujourd'hui là sur nous. Nous apprendre, nous comprendre et nous partager. Merci. Nous prions encore. Pierre Sylvie, Chalmers Péralt, à la des gros de l'eau américain, yo pate Kajambe, Benoît Badraville, Gasson Canson, à la yon gros source qui te pété sous tête d'Haïti, Monsieur ça yo, pour nous yo pas mourir. Et c'est ça qui pour faire les sons si là, nous pas jamblier.